Ok, d'accord. Alors je recommence. Merci d'être venu pour cette soirée de sensibilisation dédiée aux professionnels de santé à l'occasion de cette journée de violence, cette journée internationale de violence faite aux femmes. Donc je me présente, je m'appelle Tania Filippi, je suis responsable du programme santé sexuelle à l'Agence sanitaire et sociale et aussi anciennement sage-femme au CHT pendant de longues années. Voilà. Alors pour commencer, bien sûr, il me tient à cœur de rappeler que les violences faites aux femmes n'ont pas de couleur ni de frontières. Elles existent dans toutes les cultures et toutes les ethnies. C'est important. Les chiffres en Nouvelle-Calédonie, on les entend ces jours souvent et puis ils sont bien connus. Juste pour rappeler quelques-unes, une femme sur 4 a subi une agression de type physique ou sexuel, 22% des femmes ont subi des brutalités physiques, 9% des femmes ont vécu des tentatives de viol et des viols et une femme sur 8 les a vécues avant l'âge de 15 ans. Ce qui est intéressant peut-être de savoir aussi, c'est dans le premier trimestre de 2020, 430 procédures étaient enregistrées par rapport à 916 sur la totalité de l'année 2019 et 641 sur la totalité de 2018. Ça montre quand même bien qu'il y a une évolution, que la parole se libère. Il y a certainement aussi une meilleure connaissance des partenaires. Même si l'année 2020 était aussi un tout petit peu impactée avec une petite période de confinement qui a peut-être aussi contribué à ce qu'il y a plus de violence. Un petit tour sur les différentes formes de violence qui existent. Donc, il y a des violences sexistes au travail, il y a des violences verbales, il y a des violences psychologiques avec des phrases méprisantes, culpabilisantes, rabaissantes. Il y a les violences économiques qui mènent à l'isolation de la femme. Il y a les violences sexuelles et les violences sexuelles au sein du couple. Les violences physiques. Et donc les violences conjugales qui réunissent en elles la majorité, la plupart des autres formes de violence. Je voudrais faire un petit tour par la loi. Le Code pénal, l'article 222, qui définit et qui reconnaît le viol ainsi que l'agression sexuelle au sein du couple, et quelle que soit la nature des relations existantes. Le viol est puni par la loi et il est considéré comme facteur aggravant lorsque le viol est commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. À ne pas oublier, les enfants qui sont par la suite régulièrement témoins de scènes violentes entre ses parents et qui peut lui-même être également victime directe. Justement, je veux vous parler de quelques résultats récents du résultat du baromètre santé jeunes de l'Agence sanitaire et sociale. Donc les jeunes déclarent avoir déjà été victimes de violences physiques à 14,5%, de violences psychologiques à 31,9% et des violences sexuelles à 14% parmi ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel. Sur ces 14%, 2 tiers sont des filles. Et toujours sur ces dernières 14%, la tranche d'âge où ça arrive le plus, c'est les 10 à 12 ans. Un petit tour sur les violences et la grossesse. Alors, dans la relation entre les deux, la grossesse est souvent suite à des violences, le fruit d'un viol, et de ce fait une grossesse non souhaitée. Elle peut aussi effectivement être un heureux événement qui va évoluer vers la catastrophe, car la grossesse a un effet déclencheur et aggravant des violences. Qu'est-ce qui se passe en cas d'une grossesse non souhaitée ou malheureuse? Beaucoup de femmes cherchent à avoir le recours vers l'IVG. Sinon, ça se termine par moments en fausse couche, en mort fœtale in utero ou d'autres pathologies de la grossesse, avec comme conséquence aussi l'accouchement prématuré. Je laisse après mes collègues entrer un peu plus sur les questions de la grossesse. Ce qu'il faut retenir également, c'est le vécu des violences in utero. Mes collègues en parleront davantage.
concernant l'enfant et le 3e trimestre notamment. L'enfant qui vit à peu près le même stress comme sa mère in utero, il reçoit les mêmes hormones de stress, il entend des cris, il est peut-être bousculé et reçoit également des coups, il sent peut-être des contractions, il peut effectivement aussi subir des coups tellement violents qu'effectivement on finit en mort fétale ou en fausse couche. Toujours est-il que l'enfant qui est in utero est déjà prêt à développer une mémoire post-traumatique. Donc, la grossesse a été considérée lors du 4e plan gouvernemental métropolitain comme un moment clé pour le dépistage. Pourquoi? Parce que premièrement, cet effet déclencheur et aggravant duquel j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais également parce qu'il y a de nombreux professionnels de santé qui gravitent autour de la grossesse en permanence. Donc, c'est rare qu'une femme a autant de professionnels autour d'elle sur une courte période et qui peuvent constater des choses. Dans ce 4e plan gouvernemental métropolitain, il a été donc mis en place l'entretien prénatal précoce ou l'entretien du 4e mois de grossesse, qui est considéré comme un espace dédié particulièrement favorable pour poser cette question des violences. La femme enceinte au niveau de la loi est une personne vulnérable, ce qui était aussi, on va dire, entre guillemets, avantageux pour le professionnel dans le sens à ce qu'il pouvait de ce fait faire des signalements au procureur sans avoir besoin de l'autorisation forcément de la femme, tout simplement parce qu'elle est considérée comme personne vulnérable. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui facilite encore plus les choses pour les professionnels, on en parlera un peu plus tard. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, une femme qui est enceinte, elle va penser davantage à son enfant et à la protection de son enfant, moins à elle-même. Et de ce fait, elle va avoir une attitude plus ouverte pour toute aide qui peut lui être apportée. Alors, concernant le rôle des professionnels, là je vais aller un peu en arrière sur le rapport du professeur Henrion en 2001. C'était le début en métropole sur le rapport de professeur Henrion et son équipe. 3 points peuvent être retenus, c'est-à-dire que les violences doivent être abordées dans un travail en partenariat et dans la pluridisciplinarité. Il a souligné le rôle important des professionnels de santé et la nécessité de formation massive des professionnels et des professionnels de santé. C'était déjà à partir de 2001. Un petit mot sur la MIPROF que vous connaissez certainement, la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences, qui a mis en place très tôt des kits de formation en ligne avec des courts-métrages, par exemple Anna, Tom et Lena, que certains connaissent peut-être, un livret d'accompagnement et des fiches réflexes. Ces fiches réflexes sont par profession et qui peuvent être téléchargées sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il y a vraiment pour tous les métiers de santé une fiche réflexe. Depuis hier, nous avons eu la confirmation et l'annonce que le site local calédonien est accessible, violence-conjugale.gouv.nc. Il est très intéressant, je vous invite d'aller le consulter. Alors, je reviens sur l'approche pluridisciplinaire. Une femme qui subit des violences a des besoins multiples, du côté social, du côté médical, du côté psychologique, du côté juridique. Donc, le rôle des professionnels, c'est d'apporter à la victime une solution selon le domaine de compétences du professionnel. Ensuite, l'idée, c'est de l'orienter, la femme, vers les autres professionnels qui, eux, apporteront une réponse complémentaire dans leur domaine. Donc, il s'agit ici de s'inscrire dans une action au sein d'un réseau de partenaires qui favorisera une prise en charge adaptée et décloisonnée. C'est ce qu'on voit actuellement en Calédonie de plus en plus avec tous les partenaires qui se mettent en place et qui se font connaître. Donc, protéger la femme
veut dire l'aider et lui permettre de reprendre sa vie en main. Et le seul moyen, c'est réellement cet accompagnement pluridisciplinaire qui permettra donc à la victime de sortir de son cycle de violence et de se reconstruire. Maintenant, le rôle des professionnels de santé. Pour revenir sur le professeur Henrion, qui avait donc déjà en 2001 parlé du dépistage systématique et qui devait jouer un rôle clé par l'intermédiaire du médecin. Et les 3 catégories de médecins qui étaient citées en haut de la liste, ce sont les médecins généralistes, les urgentistes et les gynécologues obstétriciens. Et les sages-femmes. Les sages-femmes ont également un rôle primordial dans le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences à jouer, notamment par rapport à ces nombreuses consultations prénatales desquelles on a déjà parlé tout à l'heure, et l'entretien prénatal qui rend peut-être possible de révéler des faits que la femme n'a jusqu'à là pas encore pu aborder. Bien sûr, maintenant, il y a bien d'autres professionnels de santé qui sont tout autant concernés, toute autre spécialité médicale, les infirmières péricultrices, notamment en néonatologie aussi, les kinésithérapeutes, pharmaciens et tous les professionnels en lien avec la santé. Alors, le rôle du professionnel de santé est donc dépister et signaler, soigner, informer et orienter, accompagner. Alors, concernant ce dépistage, j'ai envie qu'on parle 2 minutes de cette image et puis ce que le monsieur dit, ah là là, docteur, ce qu'elle est maladroite, elle est encore tombée dans l'escalier. Et un chéri explique au docteur comment tu es maladroite en ce moment. Ici, on a un exemple très classique de contexte évocateur. Donc, dans des situations de violence et des femmes violentées, souvent le conjoint vient avec dans les consultations et reste, on va dire, assez présent, voire omniprésent, laissant rarement la parole à la femme. Ça peut être des signes évocateurs. D'autres signes évocateurs au niveau de la femme, c'est une personne qui est stressée, qui est hyper vigilante, qui a un regard fuyant, qui se plaint de douleurs chroniques, qui est visiblement pas bien, qui a un état peut-être dépressif. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent être effectivement évocateurs pour des éventuelles violences. Ensuite, bien sûr, les signes cliniques. Les femmes qui font des pathologies gynécologiques répétitives, qui sont sujets peut-être à des infections sexuellement transmissibles aussi, qui ont des douleurs pelviennes régulièrement, qui ont du vaginisme, tout ça, ça peut être un signe pour l'existence de la violence. Et bien sûr, effectivement, les blessures visibles, hein, les coups et blessures, les fractures, etc. Donc un dépistage orienté serait donc de proposer à la femme un entretien individualisé pour éviter qu'elle soit sous la pression du conjoint, bien sûr, et d'établir un climat de confiance, et dans ce climat de confiance, de clairement poser la question des violences. Alors là, j'imagine que certains vont se dire et le secret professionnel. Oui, il y a le secret professionnel, mais il y a aussi le code de déontologie. Et justement, encore une fois, comme on a déjà dit tout à l'heure, le médecin est dispensé de l'accord de la victime si elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique dans la grossesse. Et je laisse à mes collègues tout à l'heure de parler de cette nouvelle loi du 30 juillet qui facilite encore plus l'action des professionnels de santé. Alors, la prise en charge médicale des victimes, c'est donc l'écoute, recueillir les éléments factuels, évaluer la gravité des violences, conseiller et agir, soigner, établir un certificat médical, avec la détermination de l'incapacité totale du travail et l'orienter vers d'autres structures et les personnes adaptées. Mine de rien, ce n'est pas si simple que ça.
nombreux sont quand même les professionnels de santé qui peuvent rencontrer des difficultés avec ce principe de dépistage systématique. Et dans la littérature, il y a des freins qui ont été suffisamment décrits. Le manque de formation et d'outils pour accompagner les femmes en cas d'une réponse positive. Le sujet chronophage, pendant une consultation, c'est compliqué d'aborder un sujet aussi complexe qui va complètement dépasser le créneau de la consultation. La présence du partenaire qui a été décrit comme dérangeante. La crainte aussi de perdre la confiance de la patiente et de perdre la patiente, tout court. En Nouvelle-Calédonie, il y avait une étude auprès de la DEPAS de fait en 2016, justement sur la perception par les professionnels concernant la violence intrafamiliale. Et a priori, là aussi, l'apport systématique des violences dans les entretiens n'était pas quelque chose d'acquis. Et également le besoin de formation qui en est davantage ressorti. Alors, très souvent, le professionnel de santé est en attente que c'est la femme qui fasse le premier pas pour signaler « je subis des violences ». Sauf que la femme, elle n'est pas du tout dans ce même esprit. Donc, selon le docteur Salmona, psychiatre, effectivement, les victimes semblent plutôt favorables à la question systématique, et ce à 95%. Donc, ce fait doit nous encourager, nous les professionnels, effectivement, de poser cette question davantage, car la femme ne le fera pas. Elle ne va pas spontanément signaler. Alors, je voudrais vous parler avec quelques mots de mon mémoire de fin d'études. En l'année 2019, j'ai pu travailler sur le développement des compétences des professionnels de santé périnatale en Nouvelle-Calédonie concernant le dépistage, le signalement et le suivi des femmes enceintes qui sont victimes de violences conjugales. L'objectif de mon étude était d'explorer les attitudes des professionnels de santé périnatale et de comprendre leur vécu et leur représentation sociale justement autour de ce sujet des violences, l'approche des violences. Le principe était une approche tricomponentielle, c'est-à-dire le questionnaire était orienté dans le sens qu'est-ce que les professionnels font dans leur pratique, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette thématique des violences. C'était une étude qualitative en 2 temps. La première phase était une phase exploratoire et la deuxième phase était une phase réellement d'études qualitatives avec des entretiens qualitatifs auprès de 9 sages-femmes et de 5 gynécologues obstétriciens du territoire. Les hypothèses de l'étude, c'était effectivement qu'en Calédonie aussi, le dépistage n'est pas du tout réalisé de manière systématique chez les professionnels, mais se fait plutôt en urgence, quand on ne peut pas passer à côté. Que les professionnels chez nous aussi se disent pas suffisamment formés et outillés pour affronter cette question et qu'on se sent complètement démunis face à la problématique, n'ayant pas de solution à long terme à proposer. J'abrège un peu, je ne vais pas trop entrer dans le détail de l'étude, mais je viens tout de suite au résultat. Donc dans l'ensemble, les 3 hypothèses que je viens de vous nommer ont été confirmées par l'étude auprès de nos professionnels. Nous avons également constaté une absence de protocole clair au sein des établissements, etc., pour les professionnels de santé, toujours. Ils ont réclamé des guidelines, des checklists, voilà. On a constaté qu'un comportement signalant encore généralement faible et déséquilibré. Je rappelle que c'était en 2019, depuis les choses évoluent quand même, mais je pense que la problématique du dépistage systématique est toujours aussi d'actualité. On avait à l'époque aussi constaté une faible participation à la formation locale qui existait à l'IFAP. Depuis, l'IFAP a aussi retravaillé cette formation. Et il y avait aussi des facteurs similaires aux autres études dans la littérature qui ont été mis en avant. Le sujet chronophage, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Occupons-nous déjà des problèmes cliniques de la femme avant d'aller dans les problèmes sociaux.
Dans les résultats, il y avait quand même, on va dire, 3 grands sujets qui se sont fait remarquer vraiment dans tous ces entretiens. C'était un malaise des professionnels de santé, de nos professionnels de santé, je le rappelle, face à un problème sociétal de banalisation de la violence sur le territoire. Les professionnels qui pouvaient décrire effectivement leur propre découragement, étant volontaires d'entrer dans le sujet, mais de trouver aussi par moments des femmes qui en rigolent. Je cite une personne. Et ça déstabilisait complètement aussi le professionnel de santé qui venait peut-être d'arriver sur le territoire et qui s'était donc forcément dit bah, ok, ben, si elle en rigole, ben, moi j'irai pas plus loin. Il a donc très clairement décrit après que c'est décourageant et puis cette banalisation de violence, elle sortait dans de très multiples entretiens. Ensuite, il y a aussi la difficulté d'un système un peu inconnu et inaccessible, ou semble-t-il inaccessible, ou ressenti inaccessible. Je crois que c'est assez rare qu'il y a 2 droits civils en parallèle dans un pays. Ici, c'est le cas. Et on va dire les professionnels signalent quand même clairement leur problématique face aux femmes mélanesiennes qui, vu de leur contexte, peut-être coutumièrement mariées, ne peuvent pas apporter la même aide comme peut-être à une autre femme. Le fonctionnement n'est pas le même. On sait pertinemment que ces femmes, souvent, ce n'est pas facile de les extraire ou de les sortir de leur dilemme parce que si elles veulent retourner chez elles dans leur propre clan, elles sont souvent refusées. Le clan du mari, bah, c'est la partie violente et puis ça n'aide pas. Et puis les enfants appartiennent souvent au clan du mari, donc ce sont des situations extrêmement compliquées pour ces femmes et donc pour les professionnels qui n'arrivent pas trop à gérer ça et ça devient très vite trop compliqué. Un troisième problème qui a été abordé également dans tous ces entretiens, c'est malheureusement des difficultés dans les liens interprofessionnels, que ce soit des difficultés de sentiment de concurrence, peut-être les compétences des uns ou des autres ne sont pas très clairement comprises, que je le dis très clairement, qu'il y a des difficultés entre sages-femmes et médecins, entre sages-femmes peut-être avec pédiatres. Je ne vous relève que ce qui est sorti dans les entretiens. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur nos relations professionnelles et de mieux se connaître et de laisser à chaque professionnel sa place pour pouvoir travailler justement dans cette pluridisciplinarité. Alors, dans les conclusions de l'étude de 2019 que j'avais menée, les représentations sociales que j'avais donc retrouvées parmi les professionnels étaient plutôt négatives. On sait pertinemment que les représentations sociales sont moteurs de toute pratique sociale et de notre implication. Donc, ceci explique, donc, puisqu'ils sont négatifs, que les professionnels ne se sentent pas forcément motivés d'y aller dans le dépistage. Et il y a aussi un phénomène en Calédonie, c'est le phénomène de la multitude des groupes d'appartenance qui est là. Hier encore sur la journée à Rivière-Salée, il y avait une Walisienne qui, elle, a décrit un peu la même problématique comme chez les Mélanésiens, c'est-à-dire cette difficulté que chez eux, c'est considéré que si la fille a un problème, bah, c'est bien elle qui a cherché à être avec lui, et puis le clan de la femme qui lui dit bah, tu te débrouilles avec maintenant, donc elle ne peut pas trop revenir non plus. Voilà. Et peut-être il faudrait réellement travailler un tout petit peu sur l'approche de ces groupes d'appartenance en Calédonie, et parce que plus une approche va être valorisée par ce groupe d'appartenance, plus l'individu va pouvoir se l'approprier et agir dans ce sens. Donc il y a un travail commun dans notre
île où il y a beaucoup de groupes différents d'appartenance à mener. Sur un plan managérial, puisque c'était ça le but à la fin quand même de cette étude, j'avais donc développé quelques propositions suite à ce que les professionnels ont témoigné. Un besoin de référentiels interprofessionnels communs, des procédures adaptées aux provinces, des guidelines très concrets avec des numéros de téléphone, etc. sur le bureau. Travailler sur un rapprochement interprofessionnel à travers de formations, de forums et des ateliers comme on fait par exemple ce soir. Il était aussi exprimé qu'il faudrait peut-être aussi prendre un peu soin de nos professionnels de santé parce qu'il y en a quand même qui sont très clairement très actifs sur le terrain et qui ont besoin aussi de pouvoir s'exprimer et des groupes de parole étaient nommés et pourquoi pas une supervision aussi si on pouvait organiser quelque chose dans ce style pour certaines sages-femmes notamment, qui sont sur le terrain et qui sont en souffrance par rapport à une problématique où elles se sentent assez seules à devoir gérer. Et une dernière proposition était effectivement dans le travail pluridisciplinaire d'utiliser la formation en réseau d'analyse prospective interdisciplinaire de situations à haut risque émotionnel du Dr Joël Roy, qui vient déjà depuis une dizaine d'années sur le territoire et qui propose ce type de formation qu'on pourrait peut-être élargir aussi, non seulement sur les professionnels de santé, mais aussi sur les autres partenaires, les éducateurs spé, etc. Inclure davantage et travailler davantage des cas concrets d'une façon rétroactive. Merci. Alors bonsoir, je suis Madame Cordonnier-Siviane, je suis péricultrice, je travaille depuis 20 ans à la PMI de Montravel. C'est la PMI de Nouméa mais située sur Montravel. Et depuis 10 ans, victimologue et je suis plutôt active depuis, allez, on va dire 2016. Et notamment avec Karine qui a travaillé avec moi sur une étude sur la perception de la violence par les professionnels de la DEPAS, qui s'est avéré que les professionnels avaient besoin d'être formés et qui se sentaient pas compétents pour aborder la question, accompagnés, qui se sentaient démunis. Donc avec Karine, qui travaille aussi à la PMI, donc on a décidé de s'associer pour parler et reparler et sensibiliser les professionnels autour de la grossesse et autour des enfants, surtout dans les 1000 premiers jours. Et de sensibiliser, la première chose à faire, c'était de sensibiliser les professionnels avec qui on travaille et d'essayer de les amener, en tout cas, à avoir envie de travailler sur ce thème-là et de vouloir repérer, en sachant que nous, on est là, il y a la PMI qui est derrière, qu'on travaille avec les maternités. Et quand il y a une situation de vulnérabilité dont font partie les violences, on est là en visite à domicile, on les rencontre à la maternité, on travaille avec le DAV, on travaille avec la DAVI. En fait, il y a quand même un réseau qui permet de ne pas porter seul la situation, ce qui est très important. Ensuite, c'était l'impact des violences sur le développement de l'enfant. Surtout, on insiste sur l'enfant qui est témoin, parce que ça a autant d'effets négatifs sur son développement. Les mécanismes, la question systématique dont a parlé Tania, les mécanismes neurobiologiques de la mémoire et la loi et le travail en réseau pluridisciplinaire. On s'appuie sur quelques lois pour pouvoir travailler ensemble. Alors on a été, par rapport au Grenelle du 23 novembre 2019 en Nouvelle-Calédonie, 30% des Calédoniennes sont victimes de violences conjugales, ça fait quand même un bon tiers. Augmentation de 20,4% de blessures volontaires sur les 5 dernières années. Une femme sur 8 subit des attouchements sexuels, viols avant l'âge de 15 ans. 1233 plaintes en 2018 ont été, mais qui ont été classées, 800 ont été classées. Et seulement 16% des femmes victimes portent plainte. Ça, c'était en 2019. Ça, c'est quand même évolué. Donc, en fait, on cherche à toucher ces femmes-là qui ne portent pas plainte. Donc, on a commencé, en tout cas à la PMI, j'ai commencé à poser la question.
systématiquement, à chaque fois qu'il y ait papa ou maman, qu'il y ait le couple, que maman soit tout seul ou papa tout seul, je leur demandais comment ça se passait à la maison, en leur expliquant pourquoi, quel était mon argument, parce que je parlais de la sécurité du bébé et ensuite je parlais de la sécurité émotionnelle. Et un enfant nouveau-né, même s'il est tout petit, a besoin de sécurité émotionnelle. Une étude prospective américaine de Felitti montrait que le principal déterminant de santé à 55 ans est d'avoir subi des violences dans l'enfance. Plus elles ont été graves et répétées, plus les conséquences sur la santé sont importantes. Les risques de mort précoce par accident, les suicides, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, diabète, obésité, épilepsie, troubles de l'immunité, troubles psychiatriques, addiction, troubles du sommeil, de l'alimentation, la sexualité, douleurs chroniques invalidantes, troubles cognitifs. C'est donc une problématique majeure de santé. L'exposition des enfants à la violence conjugale est une problématique en soi et assimilée à des mauvais traitements. Et là, je retiens toujours l'exposition, enfant témoin. C'est une forme de terrorisme, de peur intense, une forme de corruption, c'est-à-dire socialisée à des modèles inadéquats. Les enfants évoluent dans un climat de tension, ils sont tout le temps en hypervigilance, de peur qui se répète dans un cycle affectant tous les membres de la famille. On peut observer des répétitions à l'âge adulte de la violence, soit en devenant violent soi-même, soit en choisissant un partenaire violent. En fait, le but, c'est quand même de prévenir la délinquance, d'éviter la reproduction, parce qu'on voit déjà, quand ils sont tout petits, à l'âge de 1 an, 2 ans, en fait, se manifestent déjà par l'agressivité. À l'école, ils peuvent avoir aussi des comportements, refus de l'autorité, par des cris, des bagarres. Ensuite, on était où? Voilà. Cette mémoire, donc les violences intrafamiliales ont un impact psychotraumatique sur la mémoire des enfants. Cette mémoire traumatique a des conséquences graves sur le développement des enfants, d'autant plus que les violences sont commises par des personnes proches, censées les protéger, et de la durée de celle-ci. La violence est effectivement banalisée. Il y a le fait aussi de méconnaître tous les aspects de la mémoire traumatique sur les enfants. S'ajoute aussi le fait, beaucoup de parents me disent que oui, mais bon, les enfants n'ont pas d'émotions quand ils sont tout petits, qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il était dans la chambre ou qu'il était ailleurs. Ça a quand même des conséquences graves donc, sur l'apprentissage, en tout cas à l'école, parce qu'il y a des perturbations au niveau de la concentration. Ce sont des enfants qui sont plutôt ou timorés, ou qui n'osent pas, qui ont peur, ou des enfants qui sont agités, dissipés. Notamment aussi des conséquences graves donc, sur les capacités cognitives, sur la socialisation, sur le risque des conduites asociales et de délinquance, sur les risques d'être à nouveau victime ou d'en être auteur. En fait, il y a aussi beaucoup, au niveau de la délinquance, souvent, quand les parents me racontent leur parcours, parce que je les interroge en tout cas sur leur enfance, ils me racontent tous que, oui, ils assistaient, donc ils étaient en train de secourir le petit, ou alors ils sont en train de... Ou alors je suis calme parce que papa arrive et on voit bien que ça ne va pas bien, ou qu'ils ont vu que maman avait scanné le papa, enfin l'attitude, le comportement du papa, donc ils savent tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Et ça leur permet aussi de... Du coup, j'ai perdu le fil. Comment ? Oui, c'est ça. Mais du coup, on essaye de lutter contre la reproduction parce que les parents nous racontent qu'effectivement, il y a eu tout ce parcours-là de « j'étais témoin », pas toujours frappé, pas toujours maltraité, « j'étais témoin ». Et j'ai eu ce parcours-là, je ne me sentais pas bien, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer du cannabis, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le même état que moi, donc on a commencé à voler parce qu'on avait besoin d'argent pour acheter l'alcool. Donc on a commencé, on se retrouvait parfois devant les juges, il y avait des éducateurs, il y a eu des signalements. Donc en fait, ils se sont retrouvés dans un cercle vicieux de violence et ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Les signes de souffrance sont banalisés, mis sur le compte de la crise d'adolescence. Et à l'inverse, il y a une dramatisation de symptômes psychotraumatiques, dissociatifs et intrusifs, parfois étiquetés psychotiques et traités comme tels. Les troubles sont réversibles, et c'est ça qui est important, pour peu que l'enfant soit soustrait au contexte de violence conjugale et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Plus on intervient tôt, mieux on peut le réparer.
Mais cette réversibilité est de moins en moins possible lorsque l'exposition à ces expériences dommageables est durable et que l'enfant avance en âge. En fait, il y avait un juge qui était venu à la PMI qui nous avait dit « Mesdames, signalez le plus vite possible, le plus précocement possible, parce que quand ils arrivent dans mon bureau, c'est déjà trop tard. » Être témoin, victime de violences conjugales de ses parents est un traumatisme relationnel qui génère un attachement précoce, défaillant et à forte composante de stress. L'enfant vit dans un contexte de sauvegarde qui mobilise toute son énergie au détriment de sa construction. Il ne peut pas penser à autre chose. Quand il est à l'école, il repense encore ce qui s'est passé ce matin ou alors ce qui va se passer ce soir. La théorie de l'attachement, John Bowlby. Alors, le sentiment de sécurité dans la relation avec ses proches est la base de la construction de la personnalité. L'enfant qui apprend la loi du plus fort n'apprend pas à intégrer les limites, à différer ses besoins, à tolérer la frustration, pour accéder à des expériences relationnelles positives. Parce que quand on vit dans un contexte violent, en tout cas, les méthodes éducatives sont aussi violentes et rigides. Un enfant de 2 ans ne fait pas la différence entre la violence subie par le parent et la violence directe à son encontre. Biologie du stress et mémoire traumatique. Alors après, nous, on a été un tout petit peu plus loin parce qu'on a essayé de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe en tout cas chez ces femmes qui viennent et qui repartent et qui portent plainte, qui enlèvent leur plainte, parce que ça agace fortement les professionnels en tout cas, et puis la famille qui n'en peuvent plus. Donc nous avons des systèmes de défense neurologiques et hormonaux lorsque nous nous sentons menacés, et la réaction de fuite ou de combat monopolise toute l'énergie vitale disponible pour protéger l'individu. En fait, l'enfant se retrouve toujours en fait, dans cette espèce de combat où il est tout le temps en hypervigilance. La biologie du stress et mémoire traumatique. En fait, on fonctionne normalement quand on est en état de stress et qu'on se sent menacé. En tout cas, on se sent menacé dans son intégrité et en face, on rencontre la mort. On a l'ascension qu'on va mourir. Vos pupilles se dilatent automatiquement pour laisser entrer plus de lumière, pour pouvoir regarder, vous scanner en vitesse pour la porte de sortie, ou alors vous allez vous cacher. Votre rythme cardiaque s'accélère afin de procurer un surplus d'oxygène et d'énergie aux tissus du corps. Le flot sanguin est spontanément détourné du système digestif au profit des muscles, des bras et des jambes. Vos glandes sudoripare libèrent de la sueur pour vous empêcher d'avoir trop chaud. Et votre taux de glucose augmente pour nourrir vos muscles et donner de l'énergie. Les surrénales produisent des hormones du stress, qui est le cortisol, et qui vous permet de mobiliser et d'utiliser toute votre énergie. C'est une réaction, une réponse adaptée qui peut vous sauver la vie dans un contexte donné et sur une mise en danger ponctuelle. Ça, on fonctionne tous comme ça. Et je pense que tout le monde, en tout cas, l'a éprouvé. Alors, quand on a... En fait, voilà, c'est le système, c'est l'amygdale qui est l'alarme. Il y a un danger. On envoie de l'adrénaline et du cortisol, ça augmente l'oxygène dans le sang et dans les muscles et le glucose. Ensuite, l'information est envoyée au cortex qui analyse la situation, qui donne une image mentale, qui demande une décision et finalement quand la décision est prise, on arrive à l'hippocampe. Et l'hippocampe est comme un ordinateur qui enregistre en tout cas ce qui s'est passé, l'événement, mais en tout cas il a été noté et inséré. On appelle ça aussi c'est les apprentissages, les souvenirs. Ensuite, quand on a vraiment l'impression que là, on va mourir, et qu'on peut mourir de peur, en tout cas, le cerveau supérieur envoie en fait, c'est un système de neurotransmetteurs qui envoie des endorphines pour calmer la chose et déconnecter, en tout cas, l'alarme, l'amygdale. Et vous vous retrouvez dans une situation de... La chose se passe, mais c'est comme si vous étiez à l'extérieur. Et quand on demande, par exemple, aux femmes qui ont été violées pourquoi elles n'ont pas réagi, pourquoi elles n'ont pas crié, c'est tout simplement qu'elles étaient sidérées. J'étais incapable de crier. Il y a une jeune femme qui m'a expliqué aussi, parce que son compagnon lui avait tiré dessus. Quand je lui ai demandé un petit peu, quand elle m'expliquait, qu'elle me relatait cet événement, je lui ai demandé qu'est-ce qui était arrivé à ce moment-là. Elle dit je ne pouvais pas bouger. Je pensais que j'allais mourir, j'étais là, que j'allais mourir. Donc je ne criais pas, je ne bougeais pas, je n'ai même pas essayé de m'enfuir. Donc en fait, ces femmes-là, c'est tous les jours qu'elles risquent de mourir. Tous les jours, elles ont cette sensation-là qu'elles vont mourir. Et elles sont, la plupart du temps, elles sont tout le temps dans une sensation elles sont dissociées. Et elles peuvent elles peuvent vous raconter en tout cas leur histoire avec le sourire.
Elle ne pleure pas, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tristesse. Et c'est vrai que du coup, pour les professionnels, c'est très difficile à ressentir, parce que nous, en tout cas, on a besoin de ressentir, d'avoir... Enfin, il y a un effet miroir, et si la personne, elle se présente là avec le sourire et qu'elle vous raconte des atrocités, c'est difficile de se dire d'avoir de l'empathie. Et souvent, on dit, mais attends, c'est qui cette dame? Elle a toujours le sourire, elle raconte les choses comme ça. En fait, c'est quand même assez difficile. Donc, savoir que ces femmes-là sont dissociées, ça nous permet quand même de comprendre et d'être peut-être moins jugeants. Et puis, on se dit qu'à un moment donné, on va pouvoir, en tout cas, lui demander comment vous vous sentez. Est-ce que par moment, vous n'avez pas des sensations d'être flottante? Oui, c'était le mot, souvent. Est-ce que vous êtes flottante? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que ça vous paraît... Elle m'a dit, mais des fois, j'ai l'impression que les choses se passent et que j'arrive pas à réagir et que je sais que ça va se passer, mais du coup, j'arrive pas à sortir de cette torpeur. Et si la victime réussit à se sauver, à trouver un refuge où là, elle retrouve la sécurité, elle sortira de sa dissociation et sera envahie par sa mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'elle va revivre à l'infini l'événement, mais avec toute la souffrance. Avec une détresse intolérable qui vont la culpabiliser, parce qu'en plus, elle va entendre le discours de l'agresseur. Tu sais rien faire, t'es pas bonne, t'es une mauvaise mère, tu vois bien. Voilà, et ça revient en boucle. Il y a un grand risque alors qu'elle retourne avec son agresseur, parce que c'est plus facile, parce qu'elle va se redissocier et moins souffrir. Voilà. Et alors, un grand risque, elle retourne avec son agresseur qui, en ayant le pouvoir de la dissocier aussitôt, va l'anesthésier. Elle se retrouve anesthésiée de ses émotions. Elle pourra croire qu'elle l'a dans la peau. C'est ce qu'elle nous dit souvent, je l'aime trop, je l'ai dans la peau, je ne peux pas me passer de lui. Qu'elle est dépendante de lui et qu'elle ne peut pas s'en passer, alors que c'est dans son amygdale que ça se passe. Et ça, on essaye de l'expliquer aux femmes. Et elles comprennent. En tout cas, quand on leur explique comment on fonctionne déjà dans un état de survie, je leur explique comment ça fonctionne et quelques temps après, elle revient, mais c'est vrai Sylviane, j'avais le cœur qui battait. Parce que du coup, elle se reconnecte avec soi-même. Et elle s'extrait un petit peu de la situation pour savoir un peu ce qui se passe dans son corps. Et souvent, elle me dit, mais je ne vais jamais pouvoir tenir. Mais je lui parle aussi de son enfant qui est à côté et qui vit la même chose. Et la maman, il suffit qu'elle le regarde, un seul regard, le gamin, il sait exactement ce qui va se passer. Parce qu'il est sur le même code qu'elle. Et parfois, quand on parle des enfants qui sont jeunes, et c'est pour ça que j'insiste, les enfants de 2 ans, ce sont peut-être les seuls témoins de ce qui se passe à la maison. Ils sont tout seuls avec ça. Donc, ceux qui condamnent la victime à faire des allers et retours, qui vont encore plus la priver de soutien, les proches et les professionnels ne comprenant et ne supportant pas ces comportements paradoxaux. Oscillation entre dissociation traumatique et mémoire traumatique explique pourquoi la victime reste toujours sous l'emprise de son conjoint. Et c'est ça qu'il faut travailler. En fait, il faudrait, en tout cas par des suivis avec des psychologues spécialisés en psychotrauma, en tout cas, c'est de pouvoir, sa mémoire traumatique, il faut qu'elle se transforme en mémoire autobiographique pour qu'elle revienne dans l'hippocampe et que ça soit analysé. En revanche, si les victimes comprennent ce que le cerveau met en place en tant que stratégie de survie, elles pourront renouer avec leur estime de soi, leur sentiment de dignité. Alors bien sûr, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, sur du long terme. Leur sentiment de dignité, de cohérence et ne plus se sentir coupable. Elles pourront démonter le système agresseur avec l'aide des professionnels, déjouer leur pouvoir sidérant et dissociant, mieux se défendre, dénoncer les violences et ne plus être manipulées et ne plus être sous emprise. Salmona 2015. Tu en avais parlé tout à l'heure, Tania. Sur les violences sexuelles, allez. Seule une protection et une prise en charge par des professionnels formés à la psychotraumatologie seront en mesure de lui donner les bonnes explications, de l'aider à identifier les stratégies dissociantes de son conjoint et en mesure de traiter ses propres traumatismes à l'aide d'une psychothérapie spécialisée en intégrant sa mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Alors l'escalade de la violence, ça commence d'abord par les violences verbales, les violences économiques, administratives. En tout cas, ils essayent de contrôler la personne. Elle doit arrêter de travailler la plupart du temps. Elle n'a pas le droit d'aller voir les assistantes sociales parce que
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il commence aussi à l'isoler de sa famille, parce que la famille, en tout cas, sait bien ce qui se passe. Et souvent, la famille ne veut pas le recevoir non plus, donc du coup, elle se retrouve isolée. Au fur et à mesure, il l'isole de ses amis, surtout les garçons, surtout les copains. Les violences sociales et familiales, voilà, isoler, surveiller les alliés et venus, limiter, contrôler. Les violences psychologiques, rabaisser, humilier, harceler, ignorer, menacer, intimider, culpabiliser, disqualifier, incompétence de parents. Violences physiques, bousculer, lancer des objets, gifler, frapper, donner des coups de poing sur le ventre, étouffer. Contraindre à des actes, les violences sexuelles, contrainte à des actes non désirés, violer, imposer ces pratiques. Et en tout cas, il est important de poser cette question des violences sexuelles parce qu'on ne la pose pas tout le temps. En général, quand même, quand il y a des violences physiques qui sont connues, les mamans ne le savent pas encore, mais en tout cas, elles sont dans l'ignorance. Souvent, elles ont des rapports sexuels contraints pour pas qu'ils s'énervent. Parce que si je refuse, c'est ce qu'elles me disent, si je refuse, il va s'énerver, il va casser des choses, il va boire, et finalement, on va trinquer. Donc, elles acceptent. Mais elles n'ont pas conscience, en tout cas, moi, à chaque fois, j'essaye de mettre le mot viol dessus, mais elles n'ont pas conscience de ça. Pour de nombreuses femmes, il est donc plus dangereux de partir que de rester. Parce qu'elle est menacée. Souvent, il s'en prend, si tu pars, je m'en prendrai à ta famille, ou je m'en prendrai à ta petite sœur, ou alors je vais brûler la cabane de ta famille. Ou alors, si tu pars, ben, je vais te démonter la figure. Mais encore, je suis polie. Hein, pour ne plus être reconnaissable, par exemple. Moi, je vais vous parler des violences conjugales pendant la grossesse. On en a parlé brièvement avec Tania. Donc la grossesse est effectivement un facteur de déclenchement ou d'aggravation dans 40 à 50% des cas, ce qui veut dire en pratique que la petite dame qui vient vous voir en début de grossesse, qui vous dit non, depuis que je suis enceinte, il ne me touche plus, il faut la garder à l'œil quand même parce que ça risque de s'aggraver quand même pendant la grossesse. C'est une période de remaniement psychique pour les conjoints qui vont devenir parents, c'est une période particulière de vulnérabilité qui fait ressurgir les blessures de l'enfance et la manière dont les parents ont été attachés à leur propre figure d'attachement. D'où la notion que la grossesse est à risque de réveiller chez le conjoint des souvenirs traumatiques de violence intrafamiliale de l'enfance. Quand on arrive à avoir accès à certains auteurs de violence, ça arrive, en particulier des jeunes qui ne sont pas encore complètement engrammés dans ce fonctionnement-là. Ils décrivent tous, sans exception, des parcours de violence familiale, d'enfants témoins ou de violence, de maltraitance en fait. Pendant la grossesse, le conjoint va attribuer de façon injuste cet état de stress à sa compagne enceinte. C'est de sa faute. Elle s'occupe plus de lui, elle s'occupe que de sa grossesse. On s'occupe beaucoup d'elle aussi, c'est très agaçant. Elle fait moins la cuisine, elle est moins attentive à lui. Et il va se traiter en exerçant des violences sur elle et sur l'enfant à venir, ce qui aura pour effet de le calmer en se déconnectant, en s'anesthésiant. C'est-à-dire qu'il calme sa mémoire traumatique en fait de cette façon-là. Pardon. Je mets peut-être plus... Vous m'entendez mieux comme ça ? Il y a des témoignages de couples qui décrivent des comportements de pères qui passent à l'acte avec des comportements qui ressemblent très fortement à leur propre père, qui reproduisent leur voix, leurs gestes et les comportements du père, du grand-père du coup. Ce sont les propos de Salmona, qui est donc la pédopsychiatre, la psychiatre qui a été citée précédemment. Toutes les victimes ont été sidérées, terrorisées par cette violence inouïe, souvent sur leur ventre, sur leurs organes génitaux, attaquant de façon précise la maternité, car c'est bien la mère et l'enfant qui sont visés par cette rage destructrice. On entend des hommes qui disent « j'ai pété les plombs ». Donc en fait, ils attaquent ce qui les met en danger. Ce qui les met en danger, c'est la grossesse. Donc ils balancent des coups de poing sur la grossesse. La femme enceinte va se retrouver instrumentalisée par son partenaire comme une drogue et elle est prisonnière d'une histoire qui n'est pas la sienne. Les femmes souvent décrivent qu'elles ne comprennent pas, elles ne le reconnaissent pas. Elles savaient qu'il était chaud, qu'il était un peu vite agacé, mais elles ont l'impression que du coup, elles ne reconnaissent pas leur fonctionnement en fait. Les violences sont responsables d'un mauvais suivi de grossesse, d'une mauvaise compliance, mais aussi de conséquences somatiques liées au stress. L'hypertension artérielle, 40 à 50% d'augmentation de risque, c'est énorme. Hein. Le risque de diabète, les conséquences traumatologiques sont importantes aussi.
Par ailleurs, le fœtus lui-même se retrouve en grand danger, submergé par un stress continu qui génère une souffrance physiologique, cardiovasculaire et neurologique avec un risque d'avortement au début de grossesse, 2 fois plus de fausses couches, de mort in utero par décollement placentaire. Clairement, quand on voit une dame en maternité qui arrive avec un décollement placentaire ou une mort in utero, on ne pose pas la question des violences. Et pourtant, si on posait la question, on aurait des sacrées surprises. D'hémorragie fœto-maternelle et 37% de risque d'accouchement prématuré. C'est pareil, à ce titre-là, ça vaut vraiment le coup de poser la question, ne serait-ce que pour établir un plan de surveillance de la grossesse. 17% d'augmentation du risque hypotrophique à la grossesse. Donc le nouveau-né va développer lui-même une mémoire traumatique liée aux violences auxquelles sa mère a été exposée. Dès le 3e trimestre, l'amygdale cérébrale est active et se charge de la mémoire émotionnelle de ce qu'il ressent dans le ventre de sa mère. Ce sont des bébés qui sont formatés pour le danger. C'est des bébés que vous voyez qui sont souvent un petit peu hypotrophes, souvent un tout petit peu prématurés, 36, 37 semaines, 35, 37 semaines, qui sont extrêmement nerveux, qui se calment difficilement, qui ont du mal à téter, qui sont pas des bébés gratifiants en tout cas. Donc ça, c'est le cycle qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc il perçoit le stress de sa maman. Il risque de naître prématuré ou avec un petit poids de naissance. Il y a des complications graves. Je n'ai pas cité, mais c'est une évidence, les risques d'addiction, parce qu'une femme qui est déprimée, qui ne va pas bien, a plus de risques d'avoir des consommations d'alcool ou de drogue, et avec des troubles du développement, donc les modifications cérébrales dont on a parlé tout à l'heure. Par ailleurs, l'angoisse de la maman à la naissance peut s'exprimer par une carence de soins et une dépression postpartum. Donc cette maman, elle est fatiguée, elle est vite agacée ou elle est complètement apathique. Avec un bébé qui est très peu gratifiant, le risque sur le trouble du lien mère-enfant, il est important. Je te laisse finir. Alors le nourrisson et les tout petits, leur jeune âge constitue un facteur de risque supplémentaire parce qu'ils sont complètement dépendants en tout cas de la maman et du papa, compte tenu de la grande dépendance physique et psychique envers ses parents, et surtout la mère risque de ne plus pouvoir assurer un niveau d'attention suffisant pour décrypter les besoins de son enfant ni l'énergie d'y répondre. Elle peut être agacée. Si elle a vécu des violences, je veux dire, à un moment donné, elle n'arrive plus à répondre à ses besoins. La nuit, elle est vite agacée. Le bébé qui pleure beaucoup, qui est toujours en demande. Donc, il n'y a pas très longtemps, c'est arrivé. Bon, en tout cas, il peut y avoir des enfants secoués. C'est pour ça qu'on intervient aussi très tôt. C'est pour ça qu'on l'explique aussi aux parents, que ce soit papa ou maman. En tout cas, si on arrive à un moment où vous n'arrivez pas à le calmer, essayez de trouver aussi des ressources, si c'est papa ou maman. Les tout petits peuvent être victimes de coups de manière accidentelle. J'ai vu des bébés qui ont reçu des coups, par exemple un coup de coude parce qu'il était dans les bras de sa mère, avec un défoncement du crâne, de la taille d'une balle de ping-pong. J'ai vu un enfant de 2 mois brûlé par de l'eau bouillante parce que la mère a été bousculée au moment où où elle avait une casserole d'eau bouillante. Donc ça s'est déversé sur le bébé. J'ai vu des bébés, bon il y a eu des morts fœtales in utero, qu'on a eu quand même 2-3. Un enfant de 2 ans aussi, où le père a été très violent, qui a cassé une bouteille en verre et un tesson est parti dans l'œil de l'enfant, il se retrouvait avec un œil crevé. Voilà, je veux dire, tout est possible. Tout est possible. Alors, tout autour, ça c'est le cycle de la violence conjugale, et je veux dire que ça soit à chaque moment, voilà, du coup, à chaque moment, l'enfant se retrouve, quand il y a l'épisode de violence, tout le monde est en état de choc, terreur, sidération, chaos, parce qu'il a vu, là, dernièrement, un monsieur me racontait qu'il avait vu sa mère agonisante. Une autre jeune fille de 18 ans, quand je lui ai demandé quelles étaient un peu ses ressources, elle m'a dit mon papa il est en prison. J'ai dit voilà, j'ai dit oui. Et puis votre maman, elle m'a dit ma maman elle a été tuée. J'avais 9 ans. Elle a été tuée d'un coup de couteau sur une dispute. Les justifications, il se retrouve dans le doute, dans la confusion. Il ne sait plus vraiment comment ça se passe. Et puis il est toujours en état d'hypervigilance. Quand il y a cette espèce de lune de miel, souvent on refait un bébé derrière. Donc il y a une lune de miel qui dure environ 4 mois, mais qui est comme une fausse harmonie, parce que la mère, en tout cas, elle essaye de bien faire pour que le père ne s'énerve pas, on essaye d'y croire, on a de l'espoir, mais lui, il ne s'y trompe pas, il sait. Donc il est toujours en état d'hypervigilance, et c'est pareil quand il y a l'insécurité, la crainte et l'attention qui montent avant d'exploser. Donc il est tout le temps, quel que soit le cycle de la violence, il est tout le temps en hypervigilance et inquiet.
Ils sont donc obligés d'adapter leur quotidien au gré des phases. Ce sont tous les moments de la journée qui sont importants pour un enfant. La routine, des rituels, le lever, l'endormissement, le repas, le lavage des mains. Ce sont les moments de la journée, repas, coucher, pratique d'hygiène, qui devraient constituer des espaces relationnels sécuritaires et affectueux, qui peuvent devenir des prétextes à d'explosions de violence, où la mère elle est aussi discréditée, humiliée devant ses enfants. La violence fait donc éclater la routine et les règles qui sont nécessaires au maintien de la vie familiale et qui procurent à l'enfant un sentiment de sécurité. Tout ça, ça explose. L'enfant est dans une préoccupation de survie et non dans une voie de développement et d'autonomie. La séparation des parents peut aggraver la situation où l'agresseur ne supporte pas la perte de contrôle sur son partenaire. Il est donc extrêmement important d'être vigilant sur la situation car la mise en danger est accrue, harcèlement, menaces, instrumentalisation de l'enfant, passage à l'acte. Et là, on a... Alors maintenant, ça change un petit peu plus, mais à un moment, bon, ils sont séparés, c'est bon. L'enfant n'est plus en danger. En fait, c'est là que le danger est accru, encore. Ensuite, il y a le partage de l'enfant, la garde, instrumentalisation de l'enfant. On démonte le parent, le papa démonte souvent aussi la maman fait ce qu'il peut. Et on a pensé aussi que dans ces moments-là où ils se séparent, c'est là qu'arrivent les féminicides. En tout cas, c'est là où il y a eu les passages à l'acte. En décembre 2019, 150 féminicides en France et 21 enfants tués en même temps. Donc ça fait quand même une femme pratiquement tous les 2 jours. En 2018, 149 féminicides et 25 enfants tués, dont 9 mineurs en même temps que leur mère, des tout petits. Le rapport Henrion signale que 51,2% des femmes enceintes décédées à la suite de traumatismes physiques, de violences conjugales, étaient connues de leur gynécologue comme étant victimes de violences de leur partenaire. Selon l'UNICEF, 275 millions d'enfants témoins, j'insiste bien sur témoins. Alors être témoin, ça veut dire expérience visuelle et auditive, être tapé dans les bras de sa mère ou menacé, être pris en otage, être utilisé comme un outil physique contre la mère, des enfants qui sont balancés, être contraint de regarder la violence contre la mère, être contraint à participer à la violence, être utilisé comme un espion, servir de bouclier, être victime de manipulation émotionnelle contre la mère, enfant parentifié, les tâches domestiques, éducateur des plus jeunes enfants, protecteur du parent victime, confident, médiateur, gardien de la paix, voilà, tous les rôles. Alors il vit vraiment pas, en tout cas, son statut d'enfant, constat de la violence et de ses blessures, et puis l'intervention de la police. La simple présence de la violence au sein du foyer suffit à désorganiser le développement de l'enfant. Donc il y a des phénomènes d'intrusion pour les enfants, reviviscence de l'événement traumatique sous forme de cauchemar, pensées envahissantes, flashbacks et jeux répétitifs chez l'enfant. C'est comme ça quand on les fait jouer, on s'aperçoit de son comportement et surtout les faire dessiner. En fait, rien que le fait déjà de dessiner, ça leur permet, même s'ils n'ont pas les mots, ça leur permet, on travaille ça avec eux, et en tout cas, ça lui permet aussi de faire moins de cauchemars. À partir du moment où ils dessinent, ils déposent. Neurovégétatif, c'est-à-dire des difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu. Donc, ce sont des nouveau-nés qui ne dorment pas bien, qui pleurent beaucoup, qui ont des troubles de l'alimentation. On a repéré des violences sur des difficultés d'allaitement maternel. Irritabilité, accès de colère, difficultés de concentration, hypervigilance, réaction de sursaut exagérée. Évitement de tous les stimuli associés au traumatisme, sentiments, conversations, il évite. Activité, endroit, personne, susceptible d'amener au détachement d'autrui, à une restriction d'affect, en fait, il s'isole. Et c'est pour cela qu'on en vient à la loi, parce que la loi, elle est là aussi pour nous aider, et heureusement que l'enjeu, en tout cas, quand ça se passe et que vous êtes face à la maman, c'est toujours de lui signifier que les violences sont interdites et qu'elle n'est pas responsable des violences. Donc en fait, c'est important de le signifier. Je rappelle toujours aux parents aussi que même si la famille est un espace privé, la loi intervient dans les relations familiales en cas de dysfonctionnement et qu'il est important de leur dire qu'ils ont quand même un devoir déjà d'assurer les soins de base, manger, dormir, l'hygiène, et puis ensuite la sécurité, la moralité, l'éducation de leurs enfants qui permet de se développer dans le respect dû à sa personne. Les enfants sont considérés comme des personnes en état de vulnérabilité, c'est-à-dire en capacité d'être blessés par les actes ou les négligences des parents ou des adultes qui les entourent. Et du coup, la loi entre dans la famille.
Ça, c'est bon, on peut passer parce qu'on en avait parlé. Nous, on travaille beaucoup avec... Reclic, voilà. On travaille avec cette loi qui est le secret partagé du loi avant la nouvelle loi qu'il y a eu avec le 20 janvier, le 30 juillet. En tout cas, le secret partagé, c'est la loi du 5 mars 2007 qui demande à renforcer la prévention, d'organiser le signalement et diversifier les actions et les modes de prise en charge. La loi autorise les personnes soumises au secret professionnel à partager entre eux des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre des actions de prévention et d'aide. Le partage d'informations est limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Et les parents, tuteurs ou titulaires de la DAP, en tout cas, en sont informés. Très régulièrement, on a des synthèses, on a des réunions pluridisciplinaires, en tout cas, on informe les parents. Tu peux encore recliquer. Du coup, cette loi, elle étend les attributions de la PMI dans le domaine de la prévention médico-sociale pour une prévention périnatale, c'est-à-dire l'entretien du 4e mois de la grossesse qui est devenu obligatoire, le suivi en anté, on intervient pendant la grossesse, suivi en anté et postnatal en lien avec les services hospitaliers, maternité, néonatologie, pédiatrie, visite à domicile dans les jours qui suivent le retour à la maison et des visites aussi en anténatal. Dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage lors des consultations. La loi du 4 août 2014 établit que toute juridiction qui condamne sur le plan pénal un père auteur de violence doit se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale, mais ça se fait très rarement. Ordonne l'organisation d'une meilleure formation préventive de professionnels médicaux, police et justice au repérage des enfants exposés aux violences conjugales. Et la loi du mois d'août 2018, allongement des peines pour les violences commises en présence d'enfants. Voilà, c'était juste pour dire que l'état de grossesse de la mère est une circonstance aggravante des violences commises contre elle. Donc, l'objectif de la prévention périnatale contre les violences conjugales, c'est de sensibiliser donc les professionnels, quels qu'ils soient, d'agir le plus précocement possible dans le repérage des violences, de mettre en place un réseau pluridisciplinaire pour accompagner les parents dans un contexte de violence conjugale périnatale et protéger l'enfant, et aussi sensibiliser individuellement chaque personne qui vient, en tout cas à la PMI. Quand je pose la question et en fait que ça se passe bien, en fait les gens posent des questions et me parlent, mais du coup ils me parlent, j'ai ma voisine ou j'ai une sœur, j'ai une petite sœur, j'ai une nièce, et elles me demandent ce qu'il faut faire. Donc du coup, je leur dis que soit elles peuvent faire un signalement anonyme, ou alors elles peuvent appeler la police, ou alors en parler et je leur donne en tout cas quelques stratégies, et c'est ce qu'elles font en tout cas. Et ensuite, la dernière loi du 31 juillet 2020 délie le professionnel de santé du secret professionnel lorsque les violences mettent la vie de la personne en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l'emprise de son auteur. Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime et doit obligatoirement l'informer du signalement en cas de refus. À noter que la notion de harcèlement au sein du couple est considérée comme une circonstance aggravante. La loi permet la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur aux parents violents. Et le harcèlement moral au sein du couple conduisant au suicide ou à une tentative est puni de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende immédiate. Donc le repérage précoce en périnatalité, c'est la question systématique qui pose la question. Tu veux continuer un petit peu ? Donc ça concerne essentiellement les gynécologues et les sages-femmes, mais ça peut aussi concerner bien entendu les médecins généralistes qui suivent des grossesses, parce que tout le monde est concerné bien sûr. Donc toute personne amenée à suivre la grossesse devrait poser la question. Je dis bien devrait parce que c'est pas toujours évident de le faire quand on n'a pas été forcément informé. Donc quand est-ce qu'on le fait ? L'idéal, c'est lors de la première consultation, en sachant que parfois les dames vous répondent non, il n'y a pas de violence. Si vous poussez un petit peu sur le terme de violence, en fait, elles subissent de la violence psychique, par exemple, ou de l'isolement, ou de la violence sexuelle, mais elles n'identifient absolument pas. Pour elles, la violence, c'est que la violence physique. Comment est-ce qu'on pose la question ? Il n'y a pas de maître mot pour poser la question. Il faut la poser de la façon dont on se sent, en fait. Quand chacun a son vocabulaire. Personnellement, j'utilise comment vous gérez les disputes à la maison, par exemple. On a parfois des dames qui vous disent oh, tout va très bien. On sent que c'est un peu compliqué, il faut y revenir. C'est pas toujours évident de poser la question quand le compagnon est là, parce que parfois on surprend des regards qui intiment le secret ou qui intiment de fermer la bouche. Il
préféré les questions ouvertes en parlant des effets du stress pendant la grossesse sur le nourrisson. Ça, les jeunes couples en particulier, ils sont particulièrement sensibles. J'ai souvenir comme ça d'un papa qui était un petit peu borderline, qui était un petit peu déstructuré. Et quand j'ai parlé des effets du stress de la maman sur l'enfant dans son ventre, en fait, il m'a dit « Ah, mais du coup, quand j'arrive derrière elle et que je lui saute dessus ou que je la fais sursauter, en fait, mon bébé, il n'aime pas. » C'était un levier qu'on a pu utiliser après. Alors, il ne faut pas non plus rire, il ne faut pas aller forcément très très loin. Mais ça vaut le coup de parler de ce que ressent l'enfant dans le ventre pour pouvoir créer un électrochoc, en tout cas. Il faut savoir différer l'entretien si besoin en fonction du contexte, donc éventuellement une forte emprise qui est visible. En faire une question évidente en l'associant aux consommations addictologiques. Moi, j'ai eu des retours de sages-femmes qui me disaient que c'était des questions intrusives. Quand on connaît l'impact de la violence sur le développement de la grossesse, notamment 37% de risque de MAP, le risque de l'hypertension, diabète et autres, on doit poser la question parce que c'est partie des facteurs de risque qu'on identifie en début de grossesse. S'intéresser au ressenti des papas avec un échange direct, vous parlez de la maman. Quand on peut s'intéresser au papa, du coup, ils ont moins l'impression d'être sur la touche et on peut parfois travailler avec certains parents. Donc pourquoi c'est indispensable? Parce que la grossesse est un facteur déclenchant, parce que la prise en charge des violences améliore la compliance au suivi médical, parce que la violence a des répercussions, je vous l'ai déjà dit. Plus elle est installée, plus il est difficile de la traiter. La grossesse est un moment privilégié et parfois c'est la seule occasion que se voit offrir une patiente pour avoir une question directe. La légitimité, elle est claire. Ce qui est légal est de l'ordre privé, ce qui est la violence ressort du code pénal. Donc on entend souvent, mais ça ne vous regarde pas. Ben si, en fait, la violence, ça nous regarde tous. La grossesse est un facteur de vulnérabilité, donc un facteur aggravant aux yeux de la loi. Un nourrisson témoin de violence est hautement vulnérable. La loi doit le protéger. Le simple fait de poser la question est un premier temps de reconstruction. En cas de réponse négative, la victime sait qu'un professionnel pourra l'entendre quand elle sera prête. Dans l'expérience d'une patiente qu'on a suivie pour 3 grossesses, 3 ans d'intervalle, qui nous a toujours dit non, ça va bien, une patiente renfermée, apathique, pas très sympathique. À la 3e grossesse, elle a fini par dire qu'elle subissait des viols conjugaux tous les soirs. Et qu'en fait, elle n'avait pas osé en parler. Donc il a fallu 3 grossesses pour qu'elle arrive à en parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on a levé la pierre? Qu'est-ce qu'on fait après? On valide les propos, on renforce sa démarche, on pose la loi, on évalue le danger, c'est très important. On crée du lien, c'est aussi le plus important et le plus immédiat. On cherche une personne ressource et on oriente. Il faut par ailleurs accepter la temporalité de la victime, ne pas la culpabiliser, parce que vous allez avoir des patientes en face de vous qui vont vous raconter une sinistre farce avec des histoires pas possibles qui durent depuis 10 ans et qui vont vous dire non mais finalement en fait je l'aime. C'est compliqué à accepter. Hein. Donc il faut savoir que les patientes qui sont dans un système de violence depuis longtemps, il va leur falloir, les études montrent qu'il faut à peu près 4 allers-retours. Elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. Si vous leur mettez la pression en disant mais enfin il faut le quitter, vous allez couper le lien et vous allez plus pouvoir travailler avec elle. Il faut parler du dépôt de plainte, mais pas forcément s'attendre à ce qu'elle puisse le faire tout de suite. Il faut surtout travailler en réseau, pas rester tout seul avec une révélation de violence. Il faut envisager les situations d'urgence avec la victime. C'est parfois un premier pas qu'elles peuvent accepter de faire, c'est dire ok, donc vous ne pouvez pas partir, j'ai bien compris, c'est compliqué. La prochaine fois qu'il y a de la violence grave, comment on peut faire? Chez qui vous pouvez vous réfugier? Comment on peut s'organiser pour que ça puisse bouger? Il faut évaluer la pertinence d'une information signalante enfant à naître ou enfant témoin. Et en tout cas, la loi nous libère maintenant de l'obligation d'accord de la patiente. Et de toute façon, pendant la grossesse, la patiente est considérée comme un adulte vulnérable. Donc à la PMI, on a l'habitude de signaler systématiquement maintenant au procureur les faits de violence sur une femme enceinte. Il faut le construire de façon intelligente, c'est-à-dire pas qu'elles aient l'impression qu'elles ont rêvé et du coup, pouf, il y a un retour du bâton. C'est vraiment une démarche de protection et il faut vraiment l'expliquer, la démarche, le signalement au procureur. Donc là, on va vous parler un petit peu de la stratégie de l'agresseur. Alors, déjouer la stratégie du système agresseur, c'est-à-dire qu'il y a quand même une posture professionnelle à chaque fois. Comme elle disait, il faut respecter en tout cas ce qu'elle met en place, les stratégies qu'elle met en place à la maison. Et donc déjà, l'auteur veut l'isoler et nous, on fait du lien. Donc, je vais en visite à domicile
Et on travaille là-dessus. Quand on s'est occupé du bébé, on s'occupe d'elle et je lui demande quelles sont les ressources dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez aller là, à la prochaine scène pour vous protéger? Est-ce que ces gens-là sont en capacité de vous protéger? Est-ce que... Elle me donne parfois aussi ses papiers, on fait des photocopies qu'on garde, hein, parce que souvent, ils lui enlèvent aussi ses papiers. Est-ce que vous avez préparé... on peut préparer un petit sac avec les affaires du bébé, le nécessaire juste pour pouvoir partir. Et voilà, et je manifeste quand même mon intérêt, je l'écoute et je l'oriente et je l'aide aussi physiquement à aller, j'essaie de prendre un rendez-vous avec la psychologue, je l'emmène, on peut l'emmener au DAV, on peut l'emmener aussi au relais, parce on parle aussi du relais. Je la mets en relation donc avec d'autres professionnels et je lui propose un prochain rendez-vous. Et en fait, c'est assez facile à la PMI parce que les bébés, surtout, on voit beaucoup de prématurité, beaucoup de préma, beaucoup de petits poids. Donc en fait, j'y vais 2 fois par semaine. Donc le lien, il est là. Ensuite, je la mets en lien avec Karine pour le suivi postnatal, pour la contraception. Ensuite, je la mets en lien avec l'assistante sociale de secteur. Donc on comble, s'il y a de la précarité, on comble tout ce qui est social, financier pour l'aider. Et ensuite, il y a la psychologue qui est aussi à la PMI. Donc on a vraiment les partenaires qu'il faut pour ce réseau pluridisciplinaire. Et il y a aussi le médecin pour le bébé et la puère. Voilà, pour tout ce qui est visite médicale, les vaccins. Et à travers ces consultations, à travers le suivi avec Karine, on arrive tout doucement à travailler sur la violence, à ce qu'elle se fasse aider et finalement à porter plainte. Alors c'est vrai que l'accompagnement, il est long. Et la dernière fois, je mesurais un petit peu et c'est à peu près 2 ans. Après, ce n'est pas d'une manière constante. C'est pas d'une manière constante parce qu'après les enfants on les voit moins régulièrement. Je veux dire ça se calme un peu et je sais très bien que si il y a une nouvelle scène de violence, en tout cas elle vient à la PMI et là on peut travailler là-dessus et là on peut porter plainte. Mais après elle revient, elle retire sa plainte. Enfin voilà, c'est tout un travail d'accompagnement. Mais ce qui est important, c'est en tout cas le repérage systématique et c'est les premiers mots sur la violence, parce que ça lui permet de savoir qu'il y a quelqu'un qui sera là si jamais il se passe quelque chose. Et ça nous permet, nous, et c'est pour ça qu'on insiste pour les professionnels de santé, parce que nous, ça nous aide sur le terrain. Si vous la repérez au niveau de la grossesse, nous, on peut mieux travailler encore. Parce qu'on nous les signale, ce sont des situations de vulnérabilité, donc on peut travailler dessus en anténatal et on peut l'aider. Et on peut éviter déjà les risques médicaux pour la grossesse, on peut éviter la mémoire traumatique pour cet enfant. Et pour nous, c'est vraiment, vraiment important. On a vraiment besoin d'aide sur le terrain. Donc, il l'humilie, il la dénigre, nous, on la valorise. On la félicite pour chacune de ses actions. Quand elle allaite, eh bien, on favorise, en tout cas, on promouvoit l'allaitement maternel. On indique les bienfaits de l'allaitement. On lui dit que c'est une bonne mère. Regardez comme il prend du poids, c'est super. Vous prenez soin de votre enfant. Je souligne son courage à parler des violences. À chaque fois, je lui dis qu'elle a beaucoup de courage de faire tout ce chemin-là. Je valorise ses capacités maternelles et je l'invite à décider. C'est elle qui décide, je propose, elle décide, et après, je valide ses décisions. Il la rend responsable de la violence, il la culpabilise, il entretient la confusion, embrouille la victime, alterne accalmie et violence, le chaud et le froid. Moi, je rappelle que la loi interdit les violences. Je lui dis qu'elle n'est pas responsable, de l'histoire de son conjoint. Je lui rappelle qu'aucune circonstance ne peut justifier la violence. Et je rappelle à la victime qu'elle n'est pas responsable, je me répète, de la vie de l'agresseur, et ça, c'est vraiment important. Peur et insécurité, il use de menaces de représailles sur les proches et en met quelques-unes en œuvre. Il menace de se suicider, de tuer la victime, les enfants, si séparation. Il est parfois plus dangereux pour elle, du coup, de partir que de rester. Elle instaure, parce qu'elle n'est pas toujours suivie par la famille, il instaure un climat de tension permanente. Il se présente comme tout-puissant. Surveille et contrôle. Nous la protégeons, je mets en place un réseau pluridisciplinaire pour cette personne au niveau social, au niveau médical, au niveau psychologique. Je l'accompagne vers la plainte où j'appelle la police, ça m'est arrivé. J'évalue le danger, je signale au procureur et à la cellule les informations signalantes pour enfants en danger.
Je l'informe de ses droits, et je l'informe des dispositifs de protection, je réfléchis avec elle à un plan de sécurité et je duplique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je duplique ces documents. L'auteur verrouille le secret. Il recrute des alliés au sein des familles et professionnels, c'est-à-dire, regardez, comme ma femme, il y a un auteur qui me disait, mais regardez, elle a tellement subi de choses, vous savez, au niveau de la tête, ça va pas trop bien. Hein. Donc moi, je fais un peu ce que je peux avec elle. Et donc, il recrute des alliés au sein des familles et professionnels. Ça peut nous arriver de penser, où le monsieur présente bien, il a une belle assise, il parle bien. C'est vrai qu'il peut donner le change. En tout cas, je parle aussi des catégories socio-professionnelles un peu plus élevées, parce qu'on a aussi des violents conjugaux, voilà, ils ne sont pas tous dans la précarité. Comment ? Bien inséré. Bien inséré. Il a fait taire en la persuadant que personne de toute façon ne la croira, impose sa présence à toutes les consultations pour empêcher la parole, lui fait croire qu'elle est malade, qu'elle est folle, et que si elle parle, on va lui enlever ses enfants. Menacer de garder les enfants si elle part, dans les mariages coutumiers en particulier. Et menace de représailles en cas de révélation, ce qui fait hésiter le professionnel aussi parfois. Donc, je libère la parole, je pose systématiquement la question dans de bonnes conditions, au besoin en faisant sortir le conjoint sous un prétexte. En tout cas, en ce qui concerne les consultations pour le nourrisson, je ne fais jamais sortir le conjoint, je pose toujours s'il est là, je pose la question, j'en parle, j'explique pourquoi, et en fait, ils répondent. Et ils sont vraiment sincères. Il me dit, bah ouais, ça arrive, je dérape, surtout quand je bois. Donc on va toujours un tout petit peu plus loin. Et en fait, il avoue effectivement qu'il use de violence sur sa compagne. Je suis sur mes gardes pour ne pas être recrutée parmi ses alliés, ne pas rentrer en tout cas dans le système agresseur, c'est-à-dire j'ai peur, parce que je peux avoir peur, j'ai peur de représailles, donc du coup, je ne pose pas la question, ou alors je ne pose pas les bonnes questions. Voilà, je lutte contre la peur des représailles en prenant garde à mes projections sur la violence pour ne pas me laisser contaminer par la terreur. Je rassure la victime sur le sens de mon aide, je ne suis pas là pour lui enlever ses enfants, qui vise plutôt à la protéger et à garder ses enfants. Voilà. Donc pour protéger l'enfant, il faut d'abord qu'on protège la mère. Donc bonsoir, je vais me présenter aussi. Donc Karine Destour, juriste et coordinatrice du dispositif d'accueil des victimes qui est basé auprès du CHT au Médipôle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de formation juridique, fonctionnaire territorial. J'ai travaillé dans plusieurs services juridiques de la Nouvelle-Calédonie, de l'État et d'établissements publics du territoire. Et j'ai travaillé aussi pour ce qui nous amène ce soir pendant 8 ans auprès du Relais, le centre de traitement des violences conjugales et intrafamiliales de la province sud pour le conseil juridique auprès des auteurs et victimes, auprès du centre de conseil familial à Moravel où travaille juste à côté Sylviane en PMI, et puis pour tous les conseils juridiques des services de la DEPAS en fait. Donc c'est ce qui m'a amené à être nommée au 1er avril 2019 pour mettre en place ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui a une vocation territoriale. Tout d'abord, il n'a pas de vocation provinciale, donc on prend en charge les gens qui viennent du nord des îles ou du sud. Il est financé dans le cadre des contrats d'investissement intercollectivité 2017-2021 au départ. En fait, ça n'a commencé qu'en 2019 et puis on a appris récemment que ça se poursuivait en 2022. Le budget est d'environ 21 millions par an, avec un financement à 80% par l'État français, 20% par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et bien entendu, la participation du CHT au titre des locaux et de tout ce qui est l'organisation matérielle de tous les jours. Pour ce qui concerne le public, ce sont les victimes de violences conjugales, les victimes de violences intrafamiliales. Donc dans ce sens-là, il faut penser notamment aux personnes âgées, aux personnes handicapées qui sont, à mon sens, de plus en plus victimes, ou en tout cas qui parlent de plus en plus. Et les victimes de violences sexuelles, d'où que vienne la violence, puisqu'elle ne vient pas toujours de la famille, et à condition qu'elle soit majeure. En principe, on ne prend pas en charge les personnes mineures, parce qu'au sein du CHT, c'est vraiment une compétence des assistantes sociales. Il y a les services de l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc on s'est plutôt focalisé sur les majeurs, bien qu'on a quelques mineurs de 17, 16 ans et demi enceintes qui nous sont envoyés. C'est un public qui est au CHT, donc soit qui est découvert, puisque vous allez voir que nous aussi on prône le dépistage systématique, donc est découvert en consultation par les professionnels, un public qui peut être hospitalisé pour ces raisons-là, qui le dit ouvertement, ou il y a la police qui les amène,
ou les victimes qui vont, au cours des entretiens avec le personnel soignant, révéler ce type de fait, puisque ça arrive assez souvent. Je pense que l'hôpital est un moment où on se confie, où on se pose, et où on essaye de se reposer aussi d'ailleurs. Et donc, il y a pas mal de révélations. Et puis enfin, tous les gens qui peuvent nous être orientés par toutes les structures extérieures de la Nouvelle-Calédonie, quelles qu'elles soient, associatives ou institutionnelles. Alors, en ce qui concerne les missions, elles ont été fixées dans le cadre d'une convention qui a été signée entre l'État, le procureur, la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'était accueillir en première intention des victimes de violences physiques, psychologiques ou d'agressions sexuelles, offrir un accueil et un accompagnement pluridisciplinaire au plus près de l'événement, encourager les procédures judiciaires et en faciliter la mise en œuvre, notamment par la mise en place de protocoles, orienter les victimes et assurer le relais avec les partenaires et les organismes dédiés à l'aide aux victimes, repérer les situations de violence, dispenser des conseils juridiques et assurer l'observation scientifique et statistique du phénomène. Elles ont été déclinées de la manière suivante. Tout ce qui concerne l'accueil et la prise en charge pluridisciplinaire des victimes, à compter du 1er janvier 2020, il a été recruté donc une équipe pluridisciplinaire. Donc pour ce qui est juridique, c'est moi parce que je n'ai pas les moyens de financer quelqu'un d'autre et c'est ma formation. Un éducateur spécialisé en temps plein comme moi-même et un psychologue que nous n'avons que 4 heures par semaine. Ce qui peut paraître très peu, mais en fait on a vraiment un partenariat avec l'hôpital. Donc déjà tous les gens qui relèvent de l'hôpital sont pris en charge par les psychologues de l'hôpital. Ce qui fait que la note, en fait, elle prend les gens qui sont orientés par l'extérieur ou les gens quand ils sortent de l'hôpital et que la rupture se fait avec le psychologue de l'hôpital. Et pour l'instant, on va dire que ça va, quoi. Il y a eu aussi la rencontre de tous les partenaires en extra CHT pour favoriser les orientations vers nous, mais aussi quand on relaie les gens vers d'autres partenaires puisque nous n'avons pas toutes les compétences. On a aussi favorisé l'édition, la distribution de flyers. Sylviane a amené notre flyer. Des affiches, pareil, qui sont un peu chez tout le monde et partout. Et il y a une page Facebook surtout qui est très intéressante, qui est animée régulièrement, qui essaye aussi de reprendre des conseils, des notes juridiques notamment, sur qu'est-ce que c'est que le viol, en essayant de vulgariser un petit peu. Voilà, et qui marche plutôt bien avec un compte Messenger qui permet aux gens qui souhaitent garder l'anonymat aussi de nous contacter, ne serait-ce que déjà pour un premier abord, et puis des questionnements qu'ils peuvent avoir, je réponds. Ensuite, pour ce qui concerne tous les protocoles favorisant la prise en charge, il y a un protocole qui est signé avec les forces de police et de gendarmerie pour la prise de plainte au CHT au-delà de 24 heures. Alors ça se faisait déjà avant que j'arrive. Par contre, maintenant c'est protocolisé, c'est-à-dire qu'en principe ils ne peuvent pas dire non. Donc ça marche très bien et ils viennent régulièrement dès lors que la personne souhaite porter plainte et qu'elle est au moins hospitalisée 24 heures. Et j'ai appris hier du commandant de la gendarmerie là, qui me disait qu'en fait maintenant il va mettre quelqu'un sûrement à demeure 24 heures sur 24 et donc il n'y aura plus cette problématique des 24 heures d'hospitalisation parce qu'en matière de violence conjugale, heureusement elles aboutissent pas toutes à une hospitalisation même si elles aboutissent à des consultations médicales et donc il est intéressant d'avoir quelqu'un directement sur place plutôt qu'à attendre le lendemain matin. Plus on est proche des faits, plus les gens portent plainte. Parce qu'on est sous le coup de la colère, plus on s'éloigne et puis plus la colère diminue et voilà. Et puis l'auteur réapparaît aussi. Il y a une collaboration avec le service de prévention, d'insertion et de probation du camp Est aussi, puisqu'ils ont les auteurs emprisonnés, nous on a les victimes. Donc on essaye vraiment de parler ensemble et de collaborer pour savoir notamment quand est-ce que l'auteur sort, est-ce que la victime est d'accord pour ce que l'auteur revienne chez elle. Enfin voilà, toutes ces difficultés, ça évite aussi les placements en urgence alors que l'auteur est directement incarcéré, c'est un peu dommage. Il y a aussi un protocole d'intervention du DAV, qui est donc le dispositif, qui a été rédigé en intra-hospitalier. Pour l'instant, il ne concerne que l'obstétrique, parce que ça a été vraiment notre partenaire privilégié au moment de l'arrivée au sein de l'hôpital. Ça a été assez difficile d'apprendre le fonctionnement de l'hôpital, de s'intégrer, etc. au niveau des équipes soignantes. Et vraiment, je remercie encore tout le pôle mère-enfant et notamment mère, parce qu'on a vraiment été très bien accueillis et l'hôpital a mis en place une sage-femme de périnatalité et donc elle dépiste, elle nous oriente et vraiment ce sont des processus qui marchent très très bien.
Et il va être modifié pour couvrir tout l'hôpital, quel que soit le secteur de l'hôpital, dans très peu de temps, là, puisque le procureur nous a adressé une note pour la mise en œuvre de la loi du 30 juillet 2020 qu'on a cité tout à l'heure. Et donc, je vais reprendre le protocole pour intégrer cet article et surtout bien l'expliquer aux professionnels, parce qu'il ne faut quand même pas signaler tout le temps n'importe comment. Et il faut faire attention, parce qu'en signalant sous cette forme-là, on peut aussi très, très vite mettre en danger la victime. Hein. C'est elle qui rentre le soir à la maison. Il y a aussi un accord avec des avocats qui acceptent les gens à l'aide judiciaire, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Et puis tous les avocats n'ont pas la fibre sociale non plus. Hein. Donc on a 2 avocats, un pour le pénal, un pour la partie plus divorce et les enfants, et qui interviennent, ce qui fait que les gens en rendez-vous la semaine d'après, elles sont très, très compréhensives et vraiment très très bien. Il y a tout ce qui concerne repérer les situations de violence. Bien sûr qu'on travaille avec les équipes du CHT en permanence, mais pas que du CHT. Hein. On a en fait édité un petit guide qui reprend les prescriptions de la Haute Autorité de la Santé qui ont été éditées en 2019 dans cette matière et qui, je l'espère, vont aider les professionnels à comprendre le mécanisme d'aller-retour, à comprendre que ces femmes-là, en fait, ou ces victimes-là, parce qu'il n'y a pas que des femmes, attendent qu'on leur pose la question, et dès qu'on pose la question, souvent ça déroule. Hein. Donc il ne faut pas hésiter. Donc voilà, ça montre aussi des petits exemples de questions, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas... ça coule pas de source non plus. Donc voilà, j'espère que ce guide sert, et il est en libre disposition. Si vous le souhaitez, je le transmets. Et puis, voilà. Et donc vraiment l'objectif, mais ça c'est vraiment mon objectif primordial, mais bon, il va falloir du temps, c'est que vraiment tous les professionnels de santé du CHT, quelle que soit la raison pour laquelle on vient au CHT, posent la question. Et j'ai encore des réponses comme il me parle de ses problèmes gastriques, qu'est-ce que ça a à voir avec la violence? Des fois la violence, ça cause des problèmes gastriques aussi. Hein. Ensuite, il y avait le travail statistique, donc on édite effectivement des statistiques mensuelles et anonymes concernant nos patients à nous, bien entendu, on ne peut pas le faire pour l'ensemble du territoire. Alors, pour ce qui concerne le mode d'intervention, donc comme je vous l'ai dit, on est 3. Hein, donc, pour l'instant, c'est Betty Bollier qui n'a pas pu être là ce soir, elle s'en excuse, qui est éducatrice spécialisée à temps plein dans ce dispositif. Donc, pour ce qui concerne son expérience, elle a une expérience en addictologie, en sexualité, en protection de l'enfance, en protection judiciaire de la jeunesse. Il faut savoir que, en tout cas, en ce qui concerne le CHT, moi, je suis assez impressionnée par le nombre de jeunes femmes enceintes qui sont avec des délinquants entièrement tatoués, tout le visage, etc. Beaucoup de gens de Canala et de Kawa, sans stigmatisation, mais enfin, c'est vraiment la réalité. Et donc, il est très important d'avoir un professionnel qui connaisse tout ce qui est la protection de l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. À savoir que ces femmes, elles sont très, très jeunes aussi, et voilà, leurs premières relations sont violentes, les premiers rapports sexuels sont violents. Enfin, c'est quand même... moi, je suis très inquiète par rapport à tous ces jeunes qu'on rencontre au CHT, qui souvent ne fréquentent aucune autre structure. D'ailleurs, ils ne viennent qu'au CHT et vraiment en cas de nécessité absolue, qui sont au fin fond des villages et des tribus. Et vraiment, voilà, c'est assez inquiétant. Donc Betty, c'est elle qui va répondre en premier en fait à toutes les personnes qui vont téléphoner dans le cadre de ce dispositif. Donc elle va au premier entretien et puis dans les entretiens qui vont suivre bien entendu, gagner comme on l'a dit tous, la confiance du patient, mais aussi d'abord évaluer le danger. Quelles sont les ressources de la personne, où on en est en termes de violence, est-ce qu'il y a des menaces de mort, est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'il y a eu déjà des blessures physiques très importantes, etc. Et en même temps qu'elle fait cette évaluation du danger, elle va sensibiliser la personne à l'intérêt de la plainte, aux mécanismes de protection qui vont pouvoir être mis en place. Enlever aussi certaines appréhensions, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les plaintes n'étaient pas tellement poursuivies. Donc nous, on a encore des gens qui nous disent « mais j'ai porté plainte 10 fois, ça ne sert à rien ». Donc il faut aussi revenir là-dessus, puisque par contre, ce n'est plus du tout le cas. Et vraiment, que ce soit la justice ou les forces de police et de gendarmerie sont sensibilisées à la matière. Et puis, lui dire qu'est-ce que ça peut lui apporter. L'évaluation de la famille, bien entendu. Est-ce que les enfants assistent aux violences? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes sujets des violences? Et puis, tout ce qui est le processus des violences conjugales, c'est-à-dire le rapport avec l'enfance, aussi bien de l'auteur que de la victime, parce qu'à 99%, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont été victimes ou témoins dans leur enfance.
Et puis aussi le processus des violences, leur faire prendre conscience du cercle de la violence, puisqu'évidemment la violence n'est pas continue dans ces couples, hein, sinon ça s'arrêterait très rapidement. Mais voilà, il y a des phases où tout va bien, plus ou moins bien, et puis après ça redégénère, et puis ça s'excuse, ça promet de changer, etc. Donc voilà, il faut leur expliquer qu'en fait ça c'est un cercle qui revient en permanence, et puis après elles apprennent à identifier les moments de tension, à pouvoir se mettre en protection aussi à ce moment-là, hein, pas attendre l'arrivée de la crise, etc. Et puis ensuite, en fonction de tout ce qu'elle va évaluer, Betty, elle va orienter, bien entendu, donc soit vers moi en tant que juriste, soit vers notre psychologue, soit à l'extérieur, hein, bien, avec toutes les structures qui existent, donc notamment le relais pour les auteurs. On travaille beaucoup avec la PMI en lien, etc., etc. Elle fait bien sûr des suivis, hein, parce que ça ne s'arrête jamais à la première consultation. C'est pour ça qu'au départ, ce dispositif devait être un dispositif de prise en charge d'urgence, et je m'y suis plus ou moins opposée, parce qu'une fois qu'on a commencé à s'épancher à un endroit, il est très difficile de repartir à un autre endroit et de recommencer encore et encore et encore. Donc Betty, elle va, dans le cadre de ses suivis, mettre en place des mesures de protection orientées vers les foyers, bien entendu, s'il y a besoin, et puis tout l'accompagnement social. Ça, c'est vraiment une différence du dispositif avec le relais, que vous connaissez sûrement tous. Au relais, en principe, à ma connaissance, si ça n'a pas changé, il n'y a pas d'accompagnement social, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est effectué sur la violence, il y a une orientation vers les partenaires professionnels du social. Nous, on fait les demandes de logement, on fait des CV, je vais dire, on peut accompagner physiquement, même si c'est pas régulier et que c'est à notre choix personnel, mais en tout cas, parce que les gens qu'on reçoit, et moi je vois vraiment la différence avec le public du relais, je pense que les gens qu'on reçoit au CHT sont vraiment beaucoup plus abîmés que ceux qu'on voit au relais, et ce sont des gens qui, je veux dire, quand on ne mange pas le soir, qu'on n'en a pas de logement, il est impossible de s'interroger sur sa violence, etc., quoi, hein, ça, c'est un vœu pieux. Donc si on ne peut pas leur faire penser qu'il y a une autre vie possible, et ben la personne, elle va retourner d'où elle vient, dans ce qu'elle connaît, et qui finalement est plus rassurant que l'inconnu, que la rue, que voilà, l'abandon, etc. Donc c'est vrai qu'on accompagne vraiment ces gens, y compris vers les autres professionnels, mais on peut le faire sur place aussi, parce qu'il y a des gens qui passent au CHT, mais qui ne vont pas venir en centre-ville, etc. Et puis, bien sûr, elle est éducatrice spécialisée, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de professionnel. Donc, elle va rencontrer les enfants s'il y a besoin. Dans ces entretiens, elle va forcément discuter avec les parents, hein, parce que des fois, on a des hommes victimes, encore une fois, pour savoir quel est l'impact sur les enfants. Est-ce qu'il y a déjà des signes j'allais dire de dysfonctionnement, mais de troubles du comportement chez les enfants. Et dans ce cas-là, elle peut les voir 1 ou 2 fois pour pouvoir, notamment dans les cas de séparation, reformuler. Les parents ne savent pas toujours l'exprimer. Souvent, en plus, dans ces couples, on ne parle pas d'une seule voix, hein, donc il y a madame qui dit quelque chose, monsieur qui dit autre chose, puis c'est forcément la faute de madame, etc. Donc tout ça, les scènes de violence, Betty, elle peut reformuler, elle est habilitée à le faire avec les enfants, et très rapidement, en 2-3 entretiens, elle va bien entendu, là aussi, comme ce n'est pas notre public cible, rerouter vers les psychologues des points écoute, le CMP, enfin tous les professionnels qui existent. Alors la psychologue, c'était Doriane Leflot, mais ça s'arrête fin novembre, donc il y en aura une autre au 1er janvier. Donc elle avait, elle aussi, des expériences professionnelles dans l'enfance, dans l'adulte, notamment au niveau de la psychiatrie. Et puis elle pratique en libéral en Nouvelle-Calédonie depuis son arrivée, et elle fait tout type de public. Donc ODAV, comme je vous le disais en préliminaire, elle prend uniquement les personnes qui ne sont pas hospitalisées, ou alors quand elles sortent d'hospice, ou qui nous sont orientées par les professionnels extérieurs, et bien sûr qu'elle se met en lien avec les psychologues du CHT si besoin. Donc elle, son objectif, c'est de vraiment accompagner les patients, parce que souvent, peut-être lié au phénomène traumatique, je ne sais pas, mais ces femmes ont parfois du mal, ou ces victimes ont parfois du mal à s'inscrire dans leur propre vie, à prendre leurs décisions, à se faire confiance. Il y a une perte de confiance en soi, etc. Donc le rôle de Doriane, c'est essayer qu'elles se réapproprient leur propre image, et puis que petit à petit, elles puissent décider de ce qu'elles souhaitent, et qu'on puisse les accompagner à mettre en œuvre ce qui leur permettra d'aller mieux, et pour les enfants aussi.
Ah, je suis revenue en arrière. Et puis donc moi, là, en tant que juriste, donc je vous disais qu'en principe, Betty est la première personne que vous aurez au téléphone. Il y a eu un type de cas où c'est pas le cas, une exception qui concerne d'ailleurs essentiellement l'hôpital. Donc quand on est appelé pour intervenir, et là c'est essentiellement au niveau des urgences, quand il y a des blessures par arme, des membres cassés, des violences sexuelles qui sont caractérisées comme barbares par la loi, hein, le nombre d'années de prison antérieure de l'auteur, hein, s'il a déjà fait entre 5 et 10 ans de prison, bon, ça va être difficile. Quand il y a des menaces de mort avec arme ou quand il est présent. Parce que nous, encore une fois, on a ce partenariat avec les sages-femmes de périnatalité et que ce soit pendant les entretiens, comme mes partenaires vous l'ont dit, ou à l'accouchement, l'auteur est présent, hein, forcément. Et donc, c'est important à ce moment-là, même si nous, en principe, on ne prend pas en charge les auteurs, eh ben, on va les rencontrer, hein, la plupart du temps. Parce que d'abord, on vient voir madame et monsieur, il ne comprend pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. En plus, nous, on n'a pas de blouse, donc ça l'inquiète un petit peu. Donc, en général, on va voir ce qu'il sait de l'entretien qu'on a eu avec madame avant, hein, en aparté. Et puis après, moi, je vais revenir dans cette pièce et puis expliquer à l'auteur ses droits sur l'enfant. Parce que malgré tout, ces hommes sont attachés à leur enfant. Hein, et puis, la naissance de l'enfant, c'est quand même un moment où tout le monde, auteur ou pas, a envie de faire mieux, a envie d'un avenir positif, quoi. Et donc, voilà, je vais leur expliquer leurs droits, ce qui fait que ça leur permet quand même de se sentir considérés. C'est vraiment le retour que j'ai plusieurs fois. Et puis, dans un deuxième temps, je leur explique quand même que tous les actes de violence qu'ils vont avoir devant leur enfant, envers madame ou envers leur enfant, eh ben, va conduire à une diminution progressive de leurs droits, voire une suppression totale. Donc ils entendent quand même, et souvent ceux qu'on a l'opportunité de voir, bon, ils vont attendre 2-3 mois. C'est pas ça qui les changera, hein, parce que la violence, c'est quand même une réaction primaire à une frustration non gérée. Mais voilà, du coup, ça permet de les rencontrer, de discuter avec eux. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est plutôt moi qui fais l'entretien, même si Betty est présente, puisqu'ensuite la personne, elle sera quand même vue par Betty. Mais il est très juridique cet entretien, il est beaucoup dans le rappel à la loi. J'explique aussi à la personne, hein, voilà, que quand on arrive et qu'on vient de perdre la vue d'un œil suite à des coups, et ben la prochaine fois, on ne sera peut-être pas à l'hôpital, on sera peut-être directement à la morgue. Donc il faut quand même voilà, expliquer aux gens qu'il y a un moment où ça s'arrête aussi, et des fois ça s'arrête de manière définitive et pas positive. Et ensuite, bien sûr, j'interviens dans le cadre des suivis. Donc déjà, bien entendu, je gère tous les liens avec les avocats, avec le procureur de la République aussi, hein, avec qui on a vraiment un partenariat. Et les 3 derniers procureurs en Nouvelle-Calédonie étaient très sensibilisés à cette matière et très, très ouverts. Et c'est très agréable de travailler en partenariat. Et puis toutes les forces de l'ordre, hein, parce qu'il y a le suivi des plaintes, de savoir, voilà, là aussi, hein, la garde à vue, combien de temps, etc. Donc j'interviens au niveau du droit civil, donc pour tout ce qui est les ordonnances de protection, mais là aussi c'est une différence avec le centre-ville, hein, de façon de travailler, c'est-à-dire que nous les ordonnances de protection on n'en fait pas beaucoup parce qu'ils vivent dans les squats, donc il n'est pas possible d'attribuer le domicile ni à l'un ni à l'autre, contrairement au relais ou à Davy, hein, qui reçoit pas mal de gens de Nouméa et qui fait pas mal d'ordonnances de protection, parce que ce n'est pas la même population. Et puis, il y a l'information sur la reconnaissance. Il y a une grande méconnaissance des gens sur la différence entre le droit civil et le droit coutumier en termes de reconnaissance des enfants, puisqu'il y a des différences très importantes. Et notamment, en droit coutumier, c'est la femme qui décide si l'homme a le droit de reconnaître ou pas. Et donc, voilà, il y a un enjeu à ce moment-là qui est très important. Et en cas de séparation, bien entendu, là aussi, hein, il y a les préparations des dossiers pour la garde des enfants et puis aussi pour les divorces et les dissolutions coutumières qu'on accompagne aussi si on se situe en coutumier. Effectivement, hein, ça a été déjà dit, mais c'est souvent au moment de la séparation que ça dégénère et les enfants sont vraiment des instruments de chantage. Et le discours de « si tu veux voir l'enfant, tu viens dormir à la maison » est vraiment très... on nous le sort régulièrement, donc moi j'insiste vraiment d'ailleurs que le couple aille bien ou pas, quand on se sépare et qu'on a des enfants, il faut passer devant le juge, que ce soit à l'amiable ou pas. Et surtout, il y a un autre problème dans le cadre des enfants, c'est qu'en fait, quand on se sépare et qu'on a des enfants, chaque partie a les mêmes droits, autant le père que la mère. Et donc, c'est là où les hommes violents, souvent, gardent l'enfant et donc refusent que la mère l'approche. Et donc, il faut partir au tribunal, sauf que le tribunal, ça prend 6 mois. Donc, 6 mois sans voir son enfant, ça peut être compliqué.
Et là, il y a des partenariats, j'en ai fait un aujourd'hui, notamment avec le procureur de la République, puisque là, c'est une dame qui est partie à la suite d'une scène de violence. Monsieur avait le bébé d'1 mois dans les bras qu'elle allait, et elle n'a pas pu emmener l'enfant, hein, bien entendu. Donc, l'enfant, on ne sait pas trop s'il est en danger. A priori, le père n'a jamais violenté son enfant, mais voilà. Mais là, j'ai fait un signalement au procureur, totalement en dehors des clous, mais qui, je pense, va envoyer la gendarmerie chercher cet enfant, parce que même si monsieur a les mêmes droits que madame, c'est quand même un enfant d'1 mois qui était allaité, qui a été sevré brutalement de sa mère, enfin voilà. Donc c'est important d'avoir ce relais auprès de la justice. Et puis ben voilà, en droit pénal, hein, avec des signalements pour les personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les majeurs incapables aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées ou âgées maltraitées. Et puis la mise en lien avec les avocats, et puis les dommages et intérêts aussi, parce que la plupart de ces gens, ils passent au CHT et repartent en brousse, et donc ils ne pensent absolument pas, hein, à demander les notes de dossier médical, etc. Donc là aussi, on est en train de conclure un partenariat, notamment avec un avocat de Coné, parce que voilà, et bon, ça sort un petit peu du domaine, parce que lui, c'est plus les accidents de la circulation, mais aussi les violences, et donc il n'arrive jamais à demander les dommages et intérêts, parce qu'en fait, il n'arrive jamais à établir le niveau des ITT et des blessures. Ça, c'est plus pour la côte Est et le Nord, et donc c'est vrai que le fait d'avoir une structure avec un juriste et une prise en charge au sein de l'hôpital, ça permet aussi de se mettre en lien avec les soignants, de récupérer ces informations et de les transmettre aux avocats pour que les gens puissent être indemnisés, parce qu'encore une fois, le public du CHT est particulier, et quand on arrive avec des blessures au CHT, des fois on en garde des séquelles, et on passe aussi parfois dans le statut de personne en situation de handicap. Voilà, je vous remercie.